Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la chronique des barbaries. Donc le programme d'aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble. Si vous voulez bien. Donc, aujourd'hui, vendredi 16 octobre. Donc, Covid-19, nous n'en avions pas parlé la semaine dernière. Il y avait d'autres actualités à évoquer. Je réévoquerai de nouveau, puisque c'est la semaine prochaine, l'université citoyenne des 24 et 25 octobre prochains à Avignon. La participation d'une perspective la 6e République et également d'autres participants. Nous verrons cela. Après, nous aborderons un sujet environnemental, un peu comme la semaine dernière sur le mois de septembre le plus chaud. Là, nous allons nous intéresser à la pollution par les microplastiques. Je réévoquerai de nouveau Émergence, qui est vraiment le manifeste fondateur sur lequel il est assez important, qui synthétise en définitive la démarche d'une perspective, la 6e République, au moins sur le plan politique, et qui articule toute la démarche. Et donc c'est vraiment un manifeste fondateur en ce sens, sur lequel rassembler. Et nous finirons, comme toujours, par un hommage à des victimes des barbaries, et cette fois-ci une victime d'une double barbarie. Donc, voilà. Donc rebonsoir. Donc, nous allons, avant cela, commencer, comme souvent, par une maxime ou une pensée de Gaston Courtois. Il n'y a d'action efficace qu'organisée. Mais il n'y a d'organisation que là où il y a hiérarchie. Tous doivent collaborer au but entrevu. Mais il faut que chacun reste à sa place. Alors cette maxime, je pense que certaines personnes qui sont un peu réfractaires à la hiérarchie, vont peut-être être heurtées par cette maxime. Pourtant, je rappelle le début. Il n'y a d'action efficace qu'organisée. Et il n'y a d'organisation que là où il y a hiérarchie. C'est juste un fait. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, Covid-19, où en sommes-nous? Puisqu'il y a eu de l'actualité cette semaine à ce sujet-là. Où en sommes-nous? Bon, la carte, elle évolue peu. C'est toujours rouge au même endroit. On note c'est quand même significatif, que la Chine reste à un niveau, vous voyez, la Chine, là où l'épidémie a débuté, elle reste très peu rouge, en définitive. Et c'est quand même assez intéressant de le noter. Bon, avec l'Afrique également, mais je pense que c'est vraiment pour d'autres raisons. Alors, 188 pays, toujours le Johns Hopkins University comme référence, comme source de données. J'ai fait la mise à jour ce matin. Et nous en sommes donc au nombre de personnes infectées recensées à près de 39 millions dans le monde, qui est assez peu par rapport à la population mondiale.
Pourtant, aux États-Unis, bien, nous atteignons le chiffre de 217 700 morts. Au Brésil, qui est le deuxième pays le plus touché par la mortalité, 152 460. Bon, ce sont des pays, de grands pays, mais ce sont aussi des pays où il n'y a pas eu beaucoup de mesures, je dirais, efficaces de prise. Hein. Donc, ça se ressent dans les chiffres. On note l'Inde également en troisième position à ce triste hit parade, avec 112 161 morts, mais aussi une population beaucoup plus large. Et bon, je peux pas donner tous les chiffres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nombre également, là ils sont en deuxième position pour le nombre de contaminés, et le nombre de personnes guéries est très important également. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, je dirais. Alors j'ai superposé là les courbes en rouge, en orange, du nombre de personnes contaminées. Donc là, on arrive à 40 millions. Et avec la courbe des personnes décédées, bon, évidemment, ce n'est pas la même échelle. Je n'ai pas reproduit l'échelle. Mais vous pouvez voir qu'à la pointe ici, bah, ça donne un chiffre, un nombre de 1 98 434 morts au niveau global, au niveau planétaire. Donc plus de 1 million, près de 1 100 000 personnes décédées du Covid-19 depuis la mi-mars, en gros. Enfin, un peu avant, mais on voit bien que la courbe, elle décolle vraiment à partir de la mi-mars. Le nombre de guéris atteint presque 27 millions. Et donc, ça donne un taux de mortalité, en fonction de ces chiffres, de 3,9%. Comme je rappelle, c'est un chiffre majorant. C'est ce qui est constaté aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même ça. Ce sont des gens qui sont sortis de la maladie, soit guéris, soit décédés. On ne parle pas ici justement des gens qui ont des altérations durables, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont, je dirais, recovered, mais qui ont des altérations pulmonaires ou autres, qui sont définitives. Hein. Donc ce chiffre de 3,9%, c'est ce qu'on constate. Hein. Sur ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, vous avez près de 4% de chance. Sur 100 personnes qui ont eu le Covid, en fait, il y en a 4 qui sont décédés. C'est ça que ça veut dire. Rappelle, si on ramène ça aux chiffres généraux, à une population de 100 millions de personnes, je ne sais pas, c'est le Japon, je crois, qui est à peu près à 100 millions de personnes. Si le Japon était touché, ça voudrait dire qu'il y aurait 4 millions de morts, selon ces chiffres. C'est ça que ça veut dire, hein, ces chiffres, au-delà des statistiques. Mais comme je dis, c'est un majorant parce qu'on n'est pas sorti de la maladie, mais il se rapproche de plus en plus de la réalité. Et si on fait une projection, je disais qu'on arrivait à 1% généralement. Or là, la projection amène plutôt à 1,5% donc de décès. C'est plus de 10 fois plus que la grippe saisonnière, hein, largement. Voilà, donc on se rapproche de ça, et donc la projection, c'est ça. Ça, c'est les faits, je dirais, après. Alors, pour la France, maintenant. Pour la France, évidemment, il y a eu notre président qui a parlé cette semaine. Où en est-on? Donc, pareil, on a là la courbe en orange, qui est la courbe des cas confirmés, donc des gens qui ont été testés ou qui ont été à l'hôpital, dont on sait qu'ils ont le Covid, et en blanc, la courbe des décès. Hein, donc là, par contre, j'ai mis l'échelle. Hein, l'échelle blanche est à droite. Donc on arrive à 35 000. Donc on voit bien que là, dans la première période, là, on a vraiment subi ce qu'on appelle la première vague de plein fouet. On voit bien que, par contre, à l'échelle mondiale, il n'y a pas de première vague ou de deuxième vague. On est toujours dans la première vague. Hein. Vous voyez, je vais revenir en arrière, simplement pour vous montrer
que ici, il n'y a pas de... Pour ça, par exemple, l'OMS ne parle pas de deuxième vague, parce que eux, au niveau mondial, on est toujours dans la première vague. Hein. La vague, elle continue, et la croissance est toujours exponentielle. Hein. Elle ne faiblit absolument pas. Hein. Et on a presque un parallélisme, alors pas un parallélisme, mais bon, on est sur des pans très similaires entre le nombre de cas et le nombre de décès. Hein. On a une relation très étroite entre les deux, on le voit bien. Mais là, évidemment, pour l'OMS, il n'y a pas de deuxième vague. Évidemment, quand on voit cette courbe, la première vague, elle n'est pas finie, donc il n'y a pas de deuxième vague. En revanche, en France, on voit bien qu'il y a eu effectivement une première vague ici, et une deuxième ici, qui est d'une ampleur bien plus importante, puisqu'on est à une croissance vraiment quasiment exponentielle. Par contre, là, les décès, eh bien, on voit qu'ils commencent à augmenter, hein, mais on s'aperçoit quand même que, eh bien, on a amélioré la prise en charge de la maladie, et donc la courbe, vous voyez, hein, c'était très net. Eh bien là, on avait peu de malades et on avait plein de morts. Or que là, on a beaucoup plus de malades, enfin, d'atteints, hein, on va dire. Bon là, en même temps, peut-être on n'a pas mesuré non plus, il n'y avait pas de test, rien du tout. Donc peut-être, en fait, il y en avait plus. Mais, en tout cas, il semble, cette courbe dit que la prise en charge de la maladie ça est améliorée. Pour autant, il y a bien une deuxième vague, qui est incontestable ici, hein. Et tant sur elle est constituable sur deux métriques, hein, puisque c'est sur les cas confirmés. On peut dire là toujours, on pourrait toujours dire que sur les cas confirmés, avant il n'y avait pas de test, donc effectivement, entre ce moment-là et ce moment-là, il y a une différence. Mais sur les décès, bon, on voit bien qu'il y a bien une première vague ici, ça se stabilise, puis là, on voit bien qu'on remonte. Donc en France, on est à 33 146 décès à ce matin. Ça commence à faire quand même pas mal de monde. Et 107 000 guéris. Bon, les chiffres français, comme je l'ai dit, hein, ils sont un peu farfelus, puisque les guéris, en fait, il y en a certainement beaucoup plus que ça. Puisque si on est à 900 000, près de 900 000, donc ça voudrait dire qu'il y aurait 800 000 personnes qui seraient en cours d'être malades en ce moment. Comme je dis, hein, c'est le Johns Hopkins University, ces chiffres sont cohérents pour quasiment tous les pays. Il y a quasiment, enfin la France en tout cas, ce qu'on communique comme, et je l'avais vérifié la dernière fois, ce qui est communiqué, en fait, il y a quelque chose de farfelu dans les chiffres communiqués par la France. C'est très net. Et donc, ceci signifie que sur les 2 dernières semaines, donc cette courbe qui remonte, il y a eu 1112 décès liés au Covid-19 sur les 15 derniers jours. Voilà ce que représente cette remontée que l'on voit à droite. Voilà, bon, ça c'est la situation, un point de situation. Alors, où en sommes-nous ? Il y a eu le président Macron qui a parlé cette semaine. Eh bien, c'est le retour de l'état d'urgence sanitaire, puisque on nous a mis un couvre-feu, c'est-à-dire c'est une restriction drastique des libertés, mais il n'y a pas que le couvre-feu, il y a la fermeture des restaurants et des choses comme ça. D'ailleurs, on a appris cet après-midi, et je vais vous le montrer là, voilà, que en fait les fêtes privées dans les lieux publics sont également interdits. C'est-à-dire que toutes les fêtes privées, comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public, seront interdites. Et ça, ce n'est pas uniquement dans les zones, dans les métropoles où il y a le couvre-feu. Hein. Ça, c'est dans toute la France. C'est dans toute la France. Voilà. Donc, on est revenu à une restriction des barbaries. On ne peut plus vivre normalement, hein, jusqu'ici, ce qu'on appelait une vie normale. Eh bien, ça, c'est très clairement une barbarie au sens de la définition que nous lui donnons et
et que tout le monde lui donne. Hein. Nous ne sommes pas dans une situation humainement normale et naturelle et socialement acceptable. Alors, ce couvre-feu, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Quels enseignements on peut tirer aussi de ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'intervention et dans la mise en scène, dans la présentation de Macron à la télévision, vous aviez une énorme République française derrière, très stylisée, on voit qu'il y a eu un effort particulier pour ça. Or, Macron, et il l'a dit d'ailleurs, hein, il en appelle à la citoyenneté, il en appelle au civisme, il en appelle aux ressources de la nation, puisque met ce gros République française, RF, derrière lui. Alors qu'il œuvre à sa destruction, et qu'il a été élu là-dessus, par l'Europe, le traité d'Aix-la-Chapelle, ou toutes ces choses qui en fait visent à détruire les États-nations pour créer une soi-disant Europe fédérale néolibérale et qui nie la diversité des peuples. Il pousse à l'individualisme, puisque c'est toute la philosophie néolibérale, c'est justement chacun pour soi et chacun se débrouille. Et puis écrasons la gueule de l'autre si on peut, hein, passez-moi cette expression. Mais aussi tout ce qui est démantèlement de la morale. On voit bien avec les lois qui passent, bioéthique, etc. On démantèle la morale, on poursuit les transgressions, on va dans des transgressions de la nature, hein, de la nature au sens général, mais là en l'occurrence de la nature humaine et de notre nature d'animal social et de mammifère. Et puis aussi, on a et cette aversion au risque également, c'est-à-dire ça fait partie de leur truc, c'est-à-dire ils tirent le parapluie au maximum, quitte à ce qu'il y ait des conséquences dramatiques sur l'économie, etc., pour pas, eux, prendre du risque, et l'aversion au risque qu'il y a dans la société. Je rappelle que la mort, ça fait partie de la vie. Hein, nous sommes tous mortels et nous mourrons tous un jour. C'est normal. C'est la vie. C'est ça la vie. La vie, la mort, ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on se reproduit, que les générations évoluent, et que c'est consubstantiel à la vie, la mort. Il n'y a pas de chose éternelle. Donc voilà, c'est assez ironique que Macron, c'est plus qu'ironique. En fait, c'est schizophrénique. Puisque, en fait, d'un côté, il pousse une politique qui détruit les nations, et là, face aux conséquences de la mise en place de ce néolibéralisme, de cette mondialisation. Je rappelle que, je l'ai montré dans un Mercredi de l'Espoir il y a quelques mois de ça, cette épidémie est directement liée, cette pandémie est directement liée à la mondialisation néolibérale, directement liée, par la concentration des populations et par les mouvements des hommes et des marchandises à une vitesse incroyable. C'est donc directement lié à ça. Sinon, il y aurait eu l'épidémie qui aurait été en Chine, elle serait restée en Chine. Pardon. Vous voyez ? C'est directement lié. Ça a été un accélérateur qui fait que c'est une pandémie et que ce n'est pas resté une simple épidémie. Et donc ça, cette schizophrénie au plus haut du pouvoir, c'est à la fois ironique, mais ça serait ironique si ce n'était pas dramatique, puisque c'est nos libertés, c'est notre vie qui est mise en cause et qui est atteinte, et qui est... voilà, on bascule dans la barbarie. On y va de plus en plus. Voilà la vraie situation, la réalité. Alors on peut dire, oh oui, il est très bien, moi j'entends beaucoup de gens qui disent, oui, Macron, il n'a pas eu de chance, etc. Mais c'est eux les responsables de cette situation, de cet état de fait, de ces mesures, puisque c'est eux qui décident de les prendre. Mais allons plus loin encore. Les épidémies, les pandémies, elles sont là, je vous l'annonce, elles sont là pour durer. C'est pas une grippe saisonnière qui, on en guérit, etc. Non, là on voit bien déjà qu'on pensait que c'était fini. Hein. Non, c'est pas fini. Et puis vous avez vu à l'échelle mondiale,
la pente, elle est toujours comme ça. Tant qu'à l'échelle mondiale, la pente sera comme ça, ou alors il faut fermer les frontières et ne plus, beaucoup moins échanger, eh bien, la pandémie, qui est une épidémie d'échelle mondiale, eh bien, elle peut continuer de se développer. Donc, je vous dis que cette pandémie de Covid, 19, 20, 21, etc., parce que le virus, il mute aussi. Alors, il peut muter dans le mauvais sens ou dans le bon sens, c'est-à-dire il peut être plus virulent ou moins virulent. Alors, s'il était extrêmement virulent, paradoxalement, ça pourrait être bénéfique. Enfin bon, bref, je ne suis pas spécialiste de ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais voilà, donc avec la population, la concentration de population, la diffusion de ce virus, il a des opportunités de muter absolument considérables. Donc lui-même, déjà, les Covid sont déjà là, en eux-mêmes, pour durer. Mais j'ai bien mis épidémie, pandémie avec un S. Il faut bien voir qu'il y a également le problème des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les antibiotiques qu'on utilise pour nourrir les animaux. Pour justement que, comme ils sont dans une promiscuité absolue, et donc qu'ils tombent malades, eh bien on les gave d'antibiotiques pour pas qu'ils tombent malades et qu'on puisse les vendre dans les fast-foods et toutes ces choses-là, à des prix défiant toute concurrence. Donc ces bactéries résistantes, eh bien, nous avons déjà des cas comment ça s'appelle? Pas de pneumonie, de tuberculose, de germes qui sont déjà résistants à tous les antibiotiques connus. Voilà, on en est aujourd'hui. Donc ça, c'est une autre épidémie. Ça nous pend au nez. Hein. Mais c'est pareil, c'est encore une conséquence, puisqu'on utilise les antibiotiques de façon inconsidérée. Et puis on a également rejeté des mécanismes qui sont autres que les antibiotiques pour soigner, qui sont les phages, qui étaient utilisés notamment même avant les antibiotiques et également en Union soviétique, qui ont été rejetés justement parce que toute technologie qui venait de l'Union soviétique était dénigrée et il fallait absolument la détruire, puisque nous, les capitalistes avaient des monopoles et des moyens qu'ils voulaient imposer sur le marché, donc ils n'avaient aucun intérêt à utiliser d'autres technologies que celles qu'eux, ils maîtrisaient. Donc voilà, une autre, mais il y en a encore d'autres. Il y a la fonte du pergélisol, du sol qui est gelé en permanence, qui est gelé parce que justement il y a eu des glaciations et puis que il fait froid au pôle, surtout au pôle Nord. Mais comme c'est en train de dégeler à cause du réchauffement climatique, eh bien ça va pouvoir libérer de vieux microbes qui sont restés congelés dans ces glaces pendant des milliers et des milliers d'années et qui vont se retrouver libérés dans la nature. On ne sait pas quels sont ces microbes. Peut-être qu'il y en a qui sont absolument terribles. Peut-être des pestes ou des choses comme ça qui à l'époque, il y a 10, 15, 20 000 ans, pouvaient se développer et là, qui vont être relibérés dans la nature. Donc ça, c'est déjà aussi une source potentielle, probable malgré tout. Alors après, la gravité, on ne sait pas, mais de microbes, en tout cas, qui sont inconnus. Mais on peut continuer. Il y a aussi les microbes qui seront qui vont se développer parce qu'on a accès à des zones inexplorées jusqu'ici, au fond des jungles, etc., ou des réservoirs animaux que l'on n'atteint pas. Pensons à la forêt amazonienne, où on est sans arrêt en train d'abattre des hectares et des hectares, des centaines d'hectares tous les ans, et c'est bien plus que des centaines d'hectares tous les ans, et donc on va dans des zones où l'homme n'a jamais été, et donc va rencontrer des animaux, des microbes qui n'existaient pas, qui ne connaissaient pas jusqu'ici. Pareil en Asie. Et puis il y a le facteur accélérateur, qui est l'augmentation d'une part de la population mondiale, donc les possibilités de mutation, et sa concentration croissante, c'est-à-dire que non seulement on augmente la population, mais en plus elle se concentre de plus en plus dans les villes. Donc ce qui fait en plus que le virus peut circuler beaucoup plus facilement. Les virus et les maladies. Voilà, bienvenue dans la barbarie. Hein, voilà le monde dans lequel on nous propulse. Une perspective de la 6ème République,
C'est ça, c'est là pour éviter cela. Si, et vraiment parce que justement, on prend tous les aspects de la barbarie. Pas simplement un seul aspect. Ça, c'est un aspect, l'aspect sanitaire. On va parler de l'aspect environnemental, mais on va parler des aspects politiques, des aspects restriction des libertés, des aspects robots, big data, etc., etc. Des aspects terrorisme et compagnie. Tout cela converge en une seule chose qui s'appelle la barbarie. Et il faut traiter cela globalement. Si on ne traite pas globalement, si on traite un sujet, comme ceux qui vont dire on va faire le Frexit par exemple, mais vous n'allez traiter qu'un seul sujet. Vous croyez que vous allez résoudre tous les problèmes en traitant un seul sujet? Ah ben non, c'est évident que non. Donc c'est très limité, et même si vous réussissiez, tous les autres problèmes vont rester là. Voilà pour cette première partie. Bon, il y a une URL en haut, hein. Je mettrai les URL, les liens internet aussi sur le site imp6r.org, bien sûr. Bon là, c'est un des exemples de ces... Donc là, on est sur le sujet sanitaire. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Et nous en subissons les conséquences. Bon, un sujet un peu plus joyeux, c'est, pour faire la transition avant le suivant, c'est l'université citoyenne, j'en ai parlé la semaine dernière, donc qui aura lieu, donc là avec la participation d'une perspective de la 6ème République, voici le dépliant, le lien internet est en haut, hein, le lien Facebook Université citoyenne. Il y aura notamment également le mouvement constituant populaire, dans lequel imp6r également est partie prenante, s'associe à l'appel et à l'objectif qui est en fait de changer la Constitution. Hein. Donc c'est un des moyens, après différentes personnes et différents mouvements proposent différentes méthodes pour changer la Constitution. Une perspective de la 6ème République a une voie particulière, hein, qui est celle de dire, qui est la plus pragmatique, et je dirais la seule qui puisse vraiment fonctionner, c'est-à-dire c'est de présenter un candidat à l'élection présidentielle dont ce sera le seul mandat, mettre en place la 6ème République et rien d'autre, pour rassembler les Français, justement. Parce que le reste, bon, voilà, bon, c'est des gens très sympathiques, ce sont des amis, etc., hein, mais voilà. On n'a plus le temps de s'amuser à faire joujou, je dirais, quoi. Hein, on le voit bien. Il faut être efficace. C'est pour ça que je parle de chef. Au début, Gaston Courtois, pourquoi je cite toujours ces maximes de chef, etc. Parce que c'est la seule façon efficace d'arriver à quelque chose. Je comprends bien que ce n'est pas l'objectif final. Il ne faut pas confondre l'objectif final qui est de remettre en place de la démocratie, et plus de démocratie, sans nier les forces, attention. Sinon, ça ne marchera pas non plus. L'approche, l'idée, c'est d'être réaliste, pragmatique, de faire quelque chose qui marche. Parce qu'on n'a plus le temps de se faire plaisir et de rester dans sa zone de confort. Ça sera un des messages que nous passerons, et sans doute l'originalité d'une perspective de la 6ème République. Une des originalités. Donc, université, donc citoyenne, donc le week-end prochain, samedi, dimanche 23 octobre, ça commence aussi un petit peu le vendredi soir, je crois. Mais donc, nous serons là, une perspective de la 6ème République sera présente, il y aura animation d'ateliers, participation au débat, évidemment, et instant, avec la possibilité d'achat, évidemment, du manifeste émergence, hein, je vous rappelle, voilà, le manifeste émergence, que je mettrai à l'endroit, ça sera mieux, voilà, que vous pourrez acheter directement, donc, au prix de 3 €. C'est vraiment le manifeste qui permet de rebondir et de repartir, et qui trace une perspective réaliste. Pour pouvoir être élu, l'idée, c'est pas de faire 0,1% ou 1%, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour faire ça, ça n'a pas d'intérêt. Et donc, là-dedans, il y a la recette, il y a le moyen d'y arriver. C'est possible, croyez-moi, c'est possible. Difficile, mais possible. Alors, l'université citoyenne, donc voilà, bon là, c'est tout le programme des samedis, voilà, vous pourrez le retrouver sur la page Facebook. Alors, autre sujet. Alors là, celui-là, il est coton aussi. Parce que là, il y a des enjeux sanitaires, environnementaux
considérable. Donc là, cette pollution par les microplastiques, par tous les déchets qu'il y en a, et les plastiques et les microplastiques en font partie, c'est une des familles de déchets, mais sans doute une des pires, puisqu'elle se répand partout sur la planète. Et le problème, souvent, c'est comme le réchauffement climatique, le problème c'est que ça a des impacts planétaires. Quand quelque chose a un impact local, une usine, etc. Bon, ça peut être un drame local très important, mais ça reste local. Donc la gravité en est relative. Or que là, la gravité, elle est absolue, puisque les microplastiques et les plastiques, il y en a partout sur la planète. Le réchauffement climatique, c'est pareil, ça concerne toute la planète. C'est pas du tout de même nature, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Donc, ça fait suite à une émission que j'ai entendue sur France Culture, mais bon, c'est juste l'occasion qui fait le larron, je dirais, qui a eu lieu cette semaine. Et donc, j'ai mis le lien là-haut, comme d'habitude. Une émission de France Culture, donc de l'émission qui s'appelle La méthode scientifique. Les microplastiques, c'est pas fantastique. Hein, voilà. Les microplastiques, vous en avez un petit exemple ici. La production de plastique mondiale mondiale par an, pardon, elle est de 400 millions de tonnes. 400 millions de tonnes. On fait du plastoc. Hein. 400 millions, tous les ans. Et ce qui est prévu, c'est qu'il y a une explosion qui continue en fait de la production mondiale de plastique, puisqu'on prévoit, d'ici 25 ans, à ce qu'on multiplie cette production de 400 millions de tonnes de 5, multiplié par 5 ou multiplié par 10. C'est-à-dire qu'on arriverait au maximum à 4 milliards de tonnes de plastique produits par an. Alors tous ne se retrouvent pas dans la nature, mais ne serait-ce qu'une fraction, ne serait-ce qu'1 million de tonnes, vous vous rendez compte, c'est déjà énorme, par an. Alors, la pollution par les microplastiques, alors qu'est-ce que c'est? Les microplastiques, vous voyez, c'est en fait vous avez une bouteille d'eau, eh bien, ou des bâches, dans l'agriculture c'est dramatique également, c'est en fait on utilise des plastiques, puis en fait ils se fragmentent, à un moment donné, ils se découpent, ils se déchirent, puis ils se découpent, et puis ils continuent de se découper, mais quasiment à l'infini. Donc en fait les microplastiques, c'est ce qu'on appelle enfin à peu près, hein, il y a la définition, je vous passe les détails. Les microplastiques, c'est ce qui va de la taille d'un grain de riz et plus petit. Mais après, il y a encore les nanoplastiques, qui sont encore beaucoup plus petits, qui là vraiment peuvent rentrer vraiment dans beaucoup plus de choses. On est dans le domaine des nanoparticules, puisque là, les nanoplastiques, eux, c'est ceux qui sont une taille inférieure à 100 nanomètres. Un nanomètre, c'est 10,9 mètres. Donc c'est très petit. Hein. On est à l'échelle des virus. Hein. Et même les gros virus sont beaucoup plus gros que ça. Donc on est vraiment sur des particules très petites. Et en fait, les plastiques, ils ne se dégradent pas. Ils se fragmentent, ils deviennent de plus en plus petits, mais il reste des plastiques. Vous voyez? C'est ça des intérêts du plastique, justement, c'est qu'il ne se dégrade pas. Alors, il se dégrade dans certains plastiques, se dégradent, il y a quelques bactéries, mais c'est un processus très lent et qui n'est pas généralisé. Bon. Après, je vous invite à écouter cette émission, elle est vraiment très intéressante du début à la fin, si vous voulez vous en faire une idée. C'est une émission qui dure 1 heure. Mais pour vous faire une idée de l'impact et de où il y en a, par exemple, les plastiques, ils sont présents dans les eaux de pluie à Paris. Quand il pleut à Paris, il pleut des microplastiques. Dans l'eau, il y a plein de microplastiques qui tombent en même temps. On en est là. Mais c'est pas que là. Dans les bouteilles d'eau que vous achetez, je ne citerai pas de marque, hein, mais toute bouteille d'eau qui est dans une bouteille plastique ou les sodas qui sont dans des bouteilles plastiques, eh bien vous avez des particules de microplastiques dedans.
Chaque fois que vous buvez une bouteille d'eau. Les bouteilles, il vaut mieux boire de l'eau du robinet que de l'eau en bouteille. Il y a moins de microplastiques à l'intérieur que vous ingérez. Un autre exemple donné dans cette émission. Il y a 300 particules de microplastiques dans un plat de moules. Quand vous achetez, si vous mangez des moules, bien, sachant que les moules, c'est un animal qui filtre l'eau, bien, dans un plat de moules, vous avez 300 particules de microplastiques. Et en fait, les microplastiques, il y en a partout. Partout. On en a mis partout. Mais au pôle Nord, au pôle Sud, au fond des océans, il y en a partout. On a pollué la totalité de la Terre avec les plastiques et les microplastiques. Ils vont finir par se transformer en nanoplastiques. Voilà ce qu'on fait. Alors, par exemple, autre microplastique, regardez, c'est toutes les cosmétiques. Là, on voit ici la jeune fille, quand elle met ça, ça c'est des microplastiques. Là, ils sont déjà fabriqués en tant que microplastiques. C'est vachement utile. Hein. Alors, que nous dit Wikipédia sur les effets? Les effets directs et indirects de l'ingestion de ces microplastiques sur la santé sont encore inconnus. Cependant, la libération spontanée de bisphénol A, perturbateur endocrinien, par certains plastiques suggère une part de responsabilité des microplastiques dans l'infertilité, ainsi que certains troubles du développement grandissant chez la population. Oui, il y a plein de choses, par exemple, dont on ne sait pas pourquoi l'incidence augmente. Bon, je vais donner un exemple au hasard, c'est par exemple les cancers de la thyroïde. Or que les niveaux de radiation, on dit c'est lié souvent à la radiation, les niveaux de radiation aujourd'hui sont beaucoup plus faibles que dans les années 60, puisqu'à l'époque on faisait des essais nucléaires à l'air libre. Or maintenant il n'y a quasiment plus d'essais nucléaires, et ceux qui se sont faits en souterrain. Donc le niveau donc ça ne peut pas être ça l'explication. Peut-être que ça vient des microplastiques. C'est-à-dire qu'on est en train on a diffusé partout, sur toute la planète, des plastiques, des microplastiques, des nanoplastiques, et on ne sait pas quel effet ça aura sur la santé. Sur notre santé, celle des poissons, et de toute la chaîne alimentaire, parce que quand on mange des poissons, on mange déjà des microplastiques. Hein. Il y en a partout. Donc on se prépare une barbarie, on se prépare pire que l'amiante. Hein. Là, puisque c'est partout, c'est tout le monde qui est touché. Alors, ça a des effets, il y a déjà des poissons qui en meurent et tout ça. Hein. Bon, je vous renvoie à l'émission qui explique tout ça très bien. Alors, autre chose, je vous recommande tout particulièrement dans cette émission, à 34 minutes, il y a Robin Treille qui intervient. Qui est Robin Treille? C'est un doctorant en dernière année, donc c'est quelqu'un qui a fait une thèse sur macro et microplastique dans le bassin de la Seine. Et son intervention est particulièrement intéressante, et il explique vraiment très bien les choses. Si vous devez écouter qu'une chose, écoutez celle-ci, de cette émission. Et d'ailleurs, suite à son intervention, c'est pas un imbécile, hein, il n'a pas travaillé tout seul non plus, hein, sur sa thèse, évidemment. Il y a eu une gêne du chien de garde de France Culture qui était là, qui a été gêné par son intervention, justement, parce qu'il disait ce qu'il a constaté et ce qu'il a écrit dans sa thèse, si vous voulez. Et ce qu'il disait, c'est que le recyclage, c'est un enfumage, parce qu'en fait, il présente ça comme une solution, mais c'est complètement faux. Parler du recyclage, c'est en fait le moyen pour ne rien changer, pour continuer comme on est actuellement, avec les politiques industrielles telles qu'elles sont. Hein. C'est ce que j'appelle la fausse écologie. La fausse écologie qui est compatible avec le néolibéralisme. C'est Yannick Jadot, c'est Europe Écologie Les Verts, c'est tous ces gens-là, qui en fait, pour eux, l'écologie, c'est juste un moyen de se mettre en avant et de trouver des places et de se faire mousser, et de se faire voir, en gros. Hein. Mais, résultat, que dalle. Nicolas Hulot, tout Nicolas Hulot qu'il est beaucoup plus
efficace, je dirais, que ces gens-là, ou des gens comme Greenpeace, à la limite, qui ont d'autres modes d'action, mais qui, eux, ont des modes d'action, je dirais, qui visent une certaine efficacité. Là, pas du tout. Le recyclage, on sait très bien que c'est un enfumage. Et en plus, qu'est-ce qu'on met en avant? On met aussi en avant, c'est ce qu'ils disent comme solution après, le chien de garde notamment, que c'est plus de choix des consommateurs. Tandis que les choix, on va dire, ah ben les consommateurs, c'est à eux de choisir, on va faire un meilleur étiquetage, etc. C'est du foutage de gueule, excusez-moi l'expression et l'image, mais c'est rien d'autre que ça. C'est du pipeau intégral. On sait très bien que ça ne marche pas. Mais ça permet de culpabiliser les gens, de dire non. La seule solution avec les plastiques, qui est un matériau extraordinaire, le plastique, mais qu'il faut réserver à des usages qui le nécessitent réellement. Il y a quelques usages médicaux, peut-être dans l'électricité, dans des choses comme ça, qui sont vraiment utiles. Mais les 3/4 des plastiques sont utilisés de façon pas intéressante, dangereuse, et simplement parce que ça coûte pas cher. C'est ce qui coûte le moins cher. Autre illustration que c'est de l'enfumage, dans cette même émission, à 52 minutes 45, c'est l'intervention d'Alexandra Terhal, du CNRS, qui explique que la seule mesure qui a été efficace en Californie, ça a été l'interdiction des microbilles dans les cosmétiques. Vous voyez ce que j'ai montré tout à l'heure, la jeune fille qui se mettait des choses comme ça, enfin pour mettre des microbilles, pour diffuser des produits cosmétiques, je ne sais pas quoi. Eh bien, ça a été interdit en Californie. Et très vite, eh bien, ils ont disparu des fleuves californiens. La seule mesure efficace, c'est l'interdiction. Et au moins, comme ça, on est sûr. Ce qui est certain, c'est qu'en ne les produisant pas, eh bien, on n'aura pas de problème. Quand vous mangez, par exemple, quand vous mangez dans les plats tout préparés et qui sont dans des récipients en plastique, vous mangez des microplastiques également. Voilà. Voilà pour ce deuxième sujet. Alors, sujet justement pour essayer de trouver des solutions, émergence, le manifeste dont je parlais tout à l'heure, réorienter la démocratie pour échapper à la barbarie et ouvrir un avenir bonifié. Voilà la ligne directrice, la colonne vertébrale d'une perspective de la 6e République. C'est un livre à lire absolument. Vous allez voir, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est écrit dans un langage clair, ça donne les solutions pour s'en sortir réellement. Ce n'est que le premier volet, hein, je le rappelle, de 5 volumes, donc ça c'est le premier volume, mais qui donne l'architecture et les moyens, de façon pragmatique, de réussir à changer la donne. On peut le faire, il y a un levier simple, efficace, c'est l'élection présidentielle de 2022. Et je montre dans ce livre en quoi c'est intéressant, dans quelle situation nous sommes, et comment en sortir. Et comment en sortir à court terme et à plus long terme. Ça vaut bien 3 €. Donc, je vous invite à le commander. Bon, pour le commander, c'est assez simple, hein. Vous pouvez envoyer un mail à contact@1p6r.org. Si vous pensez vraiment que la barbarie nous guette et que vous voulez en sortir, eh bien, il faut non seulement lire Émergence, mais il faut le diffuser autour de vous, le répandre autour de vous. Que ça soit, moi je ne cherche pas de place, etc. Ce qui est intéressant, c'est le résultat. C'est pas que moi j'arrive à quelque chose, c'est que nous, collectivement, nous arrivions à changer la donne, à rebondir. Et on ne peut pas compter sur des EELV ou des gens comme ça qui ont fait 15% aux élections pour changer la donne, pour changer réellement les choses. Regardez les écologistes, qu'est-ce qu'ils font? La mesure qui a pris, c'est on interdit les sapins de Noël, ou on arrête les fêtes de Noël. Voilà les mesures que prennent les écologistes. Vous croyez que c'est ça qui va changer le problème des microplastiques? Par exemple? N'importe quoi. Si vous voulez vraiment changer les choses, voilà l'orientation, il faut faire adhérer le peuple et donner une voix, donner un espoir. Et être conscient de la situation pour pouvoir émerger et changer le système. Eh bien,
diffuser Émergence pour vous, pour votre entourage et autour de vous, dans les lieux d'échange de livres, dans les boîtes à livres notamment. Vous pouvez commander la version papier. Vous pouvez donc soit envoyer un courriel, soit envoyer un courrier à l'adresse et avec un règlement par chèque, si vous commandez par 10, etc., à l'adresse suivante, un P6R, Monsieur Luc Laforêt, boîte postale 30 41 400, Montrichard. Voilà, donc je vous engage vraiment à vous y mettre. Le manifeste est également disponible en version électronique sur le site, bien évidemment, avec le tarif et tout ça. Mais ce que je vous engage, c'est vraiment à commander la version papier, puisque l'Internet, c'est bien gentil, mais ça ne touche pas tout le monde, et il faut aller un peu dans le monde physique, il faut se mouiller un petit peu. Et là, en plus, c'est pas très difficile, puisque mettre des livres dans des boîtes à livres, ou l'échanger avec votre entourage, ce n'est pas comme diffuser un tract ou des choses comme ça sur un marché. C'est un geste beaucoup plus simple et qui peut faire changer les choses. Voilà. Sujet suivant. Dernier sujet. On revient dans les barbaries. Et là, par une victime double. Une double victime de barbarie, de transgression, dont je parle souvent. Je ne peux pas hiérarchiser en fait l'horreur de ces deux barbaries. Parce qu'on ne sait pas laquelle des deux est la pire, et je veux pas les classer. Mais la même victime, la même personne a été victime de barbarie. Vous allez en juger vous-même. Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame s'est porté volontaire pour se substituer à un otage au cours de l'attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes. Il a été assassiné, égorgé par le terroriste Redouane Lagdim. Le président Emmanuel Macron déclare qu'il mérite le respect et admiration de la nation tout entière. Ceci lors de l'hommage national qui lui a été rendu suite à ces événements. Voici donc la première barbarie qu'elle a été victime. Il a succombé à cette première barbarie, égorgé. Voici la seconde, dont je vous laisserai juge. Le 26 février 2020, une atteinte à son honneur et à sa mémoire est commise par Anne Hidalgo, maire de Paris, qui dévoile une plaque où il est écrit qu'il a été victime de son héroïsme. C'est-à-dire qu'il a été victime de lui-même. Bien. Après cet hommage, je vous invite à passer à l'initiative, à vous inscrire sur le site imp6r.org, à rejoindre le mouvement. Mercredi de l'espoir, 21 octobre à 18 h, donc mercredi prochain. Je ne sais pas quel thème sera abordé encore. Par contre, vendredi prochain, il n'y aura pas de chronique des barbaries, puisque évidemment nous serons à Avignon, et si vous voulez faire notre connaissance, eh bien ce sera l'occasion. Nous serons à Avignon dès le vendredi, en fin d'après-midi. Voilà, je vous remercie de votre attention,
Et je vous dis à la semaine prochaine pour les mercredis de l'espoir. Sinon, à dans 15 jours pour la prochaine chronique des barbaries. Au revoir.